Parcours de coach. Aujourd'hui dans Parcours de coach, je vous propose un entretien avec Émilie Devienne qui a sorti en 2016 le livre en format électronique intitulé Bibliocoaching, les livres à lire pour éclairer votre vie aux éditions Le Duc. Depuis 15 ans, cette coach professionnelle associe dès qu'elle le peut sa passion du livre à sa pratique, soit en accompagnant les porteurs d'un projet d'écriture, soit en utilisant parfois le livre comme un outil de coaching. Également vice-présidente de la Société française de coaching, nous échangerons ensemble sur l'évolution du métier. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, écoutez l'itinéraire d'une coach auteure qui sait se dévoiler avec pudeur et défendre avec énergie ses convictions et ses valeurs. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Émilie Devienne, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard lorsque tu avais 7 ans ? Alors oui, je m'en souviens parce que ça a duré bien après mes 7 ans. Je voulais raconter des histoires. Ce à quoi ma mère me répondait, ça n'est pas un métier. Et mon père me disait, si tu veux raconter des histoires, il faudra faire de la politique. Donc je ne comprenais absolument rien de ce qu'il me disait. Mais finalement, en écrivant, je raconte des histoires. Alors précisons peut-être que nous faisons l'interview à 3, parce qu'en fait il y a également ton chat qui s'appelle Lémur, qui je pense va participer un petit peu de temps en temps. Alors non seulement tu penses, mais je crains aussi qu'il participe. Alors je suis contente que tu acceptes qu'il soit dans cette interview. Mais effectivement, c'est mon chat d'écriture. J'ai eu des animaux toute ma vie. Avant lui, j'avais 2 chartreux, dont un qui était presque un partenaire de coaching, où avec l'accord évidemment du client, le chat était dans l'endroit où je recevais. Et parfois, il intervenait. Je me souviens d'une fois, il tournait le dos à un client qui parlait et j'attendais ce qu'on appelle, tu connais ça, l'instant magique pour lui couper la parole. Et c'est Urbain, mon chartreux, qui s'en est chargé. Ils se sont mis à trianguler parce qu'en fait, mon client s'est mis à parler au chat, qui à un moment donné a jugé bon à nouveau de le regarder droit dans les yeux, estimant que cette fois-ci le propos était fondé. Là, j'ai pu à nouveau intervenir dans l'échange et je me suis dit que ce chat avait gagné ses croquettes ce jour-là. Ça serait un très joli sujet de livre. À un moment donné, les chats dans la thérapie, on sait qu'avec Freud, il y a eu de belles histoires, avec Jung aussi. Je suis sûre qu'en grattant, on trouverait d'autres professionnels et dans le coaching, je suis sûre qu'avec toutes mes consoeurs et mes confrères, on aurait de belles anecdotes. Quelles étaient les professions de tes parents ? Alors, maman était la femme de son mari, si je puis dire, et mon père était dans l'industrie pétrolière. Qu'est-ce qu'il y faisait précisément ? Bien, il transportait le pétrole d'un pays à un autre. Après, il a assuré aussi des plateformes de forage en mer. Et c'est en mer qu'il est mort quand j'avais 17 ans. Donc la mer, dans sa vie, aura occupé un rôle important. Une catastrophe aérienne sur un vol régulier d'Alitalia. D'accord. Quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant ? Alors, mes qualités en tant qu'enfant. Je pense qu'on a toujours reconnu en moi une petite fille sage. C'est-à-dire, je ne faisais pas d'histoire, j'ai pas fait vraiment de bêtises. J'étais relativement solitaire. Avec mon chien, comme d'habitude, qui était un boxer à l'époque, auquel d'ailleurs j'ai dédicacé le titre de mon premier essai, qui s'appelait « Qui garde le chien ?» et qui parlait du divorce. J'étais plutôt de bonne composition, c'est-à-dire qu'on me disait on va chez les un tel jour, pas de souci, on va au jardin de climatation, tant mieux, on n'y va pas, on n'y va pas. Voilà, donc c'est l'essentiel de ce que j'ai comme souvenir, ou du moins ce qu'on m'a rapporté des souvenirs que j'ai laissés autour de moi. Et quelles études as-tu fait ? J'ai commencé juste après mon bac par un BTS de secrétariat trilingue. À l'époque, on apprenait la sténo en 3 langues, français, anglais, espagnol dans mon cas. Et j'avais fait ce choix parce que justement à la suite du décès de mon père, la vie était plus fragile, disons. Donc je m'étais dit, des formations courtes, un métier entre les mains, et à partir de là, on avisera. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis partie au Canada où j'ai fait Sciences Po. Est-ce que tu peux nous parler de ta première partie de carrière alors ? Eh bien, restons à Montréal, puisqu'elle s'est déroulée au Québec. J'ai commencé comme journaliste dans un journal qui serait un peu l'équivalent ici de Notre Temps, donc pour les personnes âgées. Et puis ensuite, j'étais à la pige parce que j'adorais ça, donc j'ai fait des articles très divers qui allaient depuis des trucs très nanas sur la nouvelle gamme de rouge à lèvres que lançait telle marque, en passant par la nouvelle législation sur le droit des femmes. Enfin, je me suis régalée, et puis assez rapidement, je me suis surtout rapprochée de l'industrie de l'audiovisuel. Donc j'ai été rédactrice en chef de journaux spécialisés pour les professionnels de l'image et du son. Après, je suis passée de l'autre côté de la barrière, et donc je me suis retrouvée DIRCOM dans des organismes culturels, alors l'Office
l'Office national du film du Canada, où j'ai passé de très belles années, ou encore l'Orchestre symphonique de Montréal. Et puis ensuite, je suis revenue vivre en France. Et t'es resté quand même 20 ans, c'est ça? Un petit peu moins, mais quasiment. Comment ça s'est passé le retour en France après quasi 20 ans à l'étranger? Ça s'est passé de manière mitigée, c'est-à-dire je rentrais pour des raisons familiales qui me portaient, donc là tout allait bien. Mais comme j'avais appris à travailler au Canada avec des Canadiens, j'ai trouvé ça un petit peu difficile au début. Par exemple, on m'appelait très souvent Mademoiselle concrètement, parce que dans les réunions, j'avais tendance à dire mais bon, maintenant concrètement on fait quoi? Effectivement, parfois j'étais un peu perdue sur les modes de vie professionnelle des Français. Comment es-tu venue au coaching? Eh bien, j'y suis venue justement parce qu'en rentrant en France, je me suis posé 1000 questions sur ce que j'allais devenir professionnellement. Il était assez peu probable que je continue ma carrière de journaliste en France en arrivant, en n'ayant aucun réseau, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire coacher, ça va m'aider à déterminer mon futur projet professionnel. Il faut savoir qu'au Québec, c'était déjà une pratique qui existait et qui était assez implantée. Quand je suis rentrée en France, c'était en 97 et c'était beaucoup moins vrai pour la France. Donc, j'ai été coachée et j'ai trouvé que cette pratique était absolument formidable, que d'être coachée, c'était extrêmement agréable, bousculant certes, mais agréable. Et est apparue l'idée que ça serait peut-être bien un métier pour moi. On restait dans l'idée de me raconter des histoires, puisque j'allais écouter des gens, comme je le faisais dans la presse. J'allais être dans l'accompagnement, dans le lien, j'adore ça. J'allais être indépendante, c'est fondamental pour moi. Tout ça m'allait très bien. Par contre, il y a une question magique que toi, le coach, tu connais et que beaucoup de nos auditeurs connaîtront aussi, qui est: à quoi ne voudriez-vous jamais renoncer ? J'ai hurlé « écrire », je ne renoncerai jamais à écrire. Et de là est arrivée l'idée d'une combinatoire entre, évidemment, un cursus en bonne et due forme de coach, et commencer par une pratique de coaching associée à l'écriture. Et donc, j'ai commencé par du coaching littéraire, que j'ai créé toute pièce. Maintenant, il y a beaucoup d'autres personnes qui le proposent, mais à l'époque, non. Et c'est par le biais de cette pratique que mes premiers clients de coaching, disons classique, si tant est que du coaching classique existe, ont commencé à prendre contact avec moi. Alors, précisons peut-être, le coaching littéraire, c'est que t'accompagnais un ou une jeune auteur, j'imagine, à faire émerger son projet et à concrétiser son projet pour qu'elle écrive, il ou elle écrive, c'est ça ? Ça pouvait être ça, bien sûr, mais ça pouvait être aussi une personne comme toi qui a envie d'écrire un livre sur sa pratique, sa vision. Ça pouvait être, par exemple, un chef d'entreprise qui veut écrire sur son expérience de vie. Donc ça n'est pas son métier, il veut pourtant écrire, il n'a pas envie d'engager quelqu'un pour le faire, et il a besoin d'être soutenu, d'une part, structurer son projet, d'autre part, qu'évidemment je repère tout ce qui pouvait ne pas aller, et très souvent, le marier à un éditeur. Donc je faisais vraiment, et je le fais encore parfois, ce pont entre une personne qui a envie d'écrire, structurer son projet, frapper à la porte de certains éditeurs, lui trouver l'éditeur qui va convenir et faire en sorte que un an et demi après, on puisse proposer un manuscrit abouti au dit éditeur. Quelle formation as-tu suivie pour assurer ton virage professionnel vers le coaching ? Eh bien, j'ai commencé par me dire, comme diraient les Québécois, ça mange quoi un coach en hiver ? Donc, j'ai juste fureté dans les associations. À l'époque, il n'y avait que la Société française de coaching, la SF Coach. Donc, j'allais à des conférences, etc. Puis, je m'étais dit, je vais commencer par faire des petites formations avec certaines personnes pour voir ce que c'est et ensuite, j'aviserai. C'est exactement ce que j'ai fait. Une fois que ça a été fait, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai confirmé mon idée, mon envie, eh bien, j'ai frappé à la porte de Paris 8 parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup avec Pierre Angèle et sa femme Sylvie, grâce à laquelle j'avais publié un de mes ouvrages chez Robert Laffont, qui s'appelle Femme sans être mère. Et avec Pierre, j'ai publié le premier dictionnaire des coachings. Et donc, Pierre, à l'époque, avait mis en place le diplôme DESU de coaching à l'Université de Paris 8. C'est donc là, en toute logique, que j'ai suivi mon cursus. Que retiens-tu de cette formation ? Ce que m'a apporté la formation de Paris 8, c'était une vision transverse. Et c'est vraiment ce que j'aime. Et quand j'interviens ou que des personnes, des jeunes futurs coachs me disent « Et vous, que recommanderiez-vous ?» Même si beaucoup d'écoles, disons classiques, proposent un modèle et qui ont évidemment le mérite d'exister et l'antériorité, j'aime bien l'idée d'une formation universitaire transverse à partir de laquelle chaque personne ira continuer de travailler dans d'autres formations sa posture parce qu'elle approfondira tel référentiel théorique, tel outil. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et si ta question est sur les souvenirs de Paris 8, un jour, c'est dans mes tout premiers aquariums, je pense. Donc l'aquarium, ça consiste en 2 étudiants. Et il y en a un qui joue le rôle du coach, l'autre joue le rôle du coaché. Et tous les autres nous regardent pour donner leur avis après. Et nous sommes évidemment sous le regard, a priori, bienveillant du formateur. Et donc, me voilà au milieu de la pièce, etc., avec mon futur coaché. Et j'ai fait une syncope. Voilà, le problème était réglé. Ça fait partie des souvenirs. Ah ouais, hyper émotif, quoi. J'étais tellement émue, j'étais impressionnée d'être sous le regard de tout le monde, etc. Donc c'était un malaise vagal, en fait, en quelque sorte ? Oui, tout à fait, c'était un malaise vagal. Donc voilà, dans les souvenirs d'il y a plus de 14 ans, puisque j'ai été diplômée en 2004, je crois. Tant d'années plus tard, ça fait sourire. En même temps, l'hyper-émotivité, c'est une force à mettre au profit de l'accompagnement, parce que c'est aussi une capacité à percevoir ce que ressent potentiellement ton client en face, j'imagine.
Alors absolument, l'hyperémotivité. Alors l'hyperémotivité, il faut faire un petit peu attention entre hypersensibilité, hyperémotivité, surtout que là en ce moment-ci, il y a beaucoup de livres qui sont sortis autour de ce sujet-là. Mais une chose est certaine, je pense, c'est que pour chaque coach, une fois qu'on connaît nos principaux traits de personnalité, c'est intéressant de voir de quelle manière ils peuvent devenir pour nous des outils et contribuer à notre singularité. Donc un coach va être plus sur une capacité, cognitive ou émotionnelle ou physique. Des coachs parfois vont faire travailler aussi à partir d'un travail sur le corps. Donc après, c'est à nous, en nous connaissant mieux, d'où l'importance d'un travail sur soi significatif, d'aller affiner notre posture à partir de nos atouts. Il est beaucoup plus facile pour nous d'améliorer ce qui va bien, déjà, que d'essayer de tordre le cou à ce qui va mal. Depuis le début de l'entretien, tu as parlé de certains de tes livres. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ton papa te titillait en te disant tu devrais faire de la politique, tu veux raconter des histoires, tu vas te trouver un autre chemin. À quel moment tu as écrit ton premier livre ? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis le pied à l'étrier de l'écriture ? J'ai envie de dire, mon premier livre, c'est dès que j'ai su écrire, parce que quand j'étais petite fille, les cadeaux pour les fêtes des mères, les anniversaires, j'écrivais des histoires sur mes cahiers de brouillon, je repliais les feuilles, je sortais mon coton à broder, je reliais mes petits livres. Et il faut dire que j'avais aussi un grand-oncle qui était relieur Place Dauphine. Et quand je pouvais le jeudi après-midi ou le mercredi, ça dépendait des périodes, aller le voir Place Dauphine et être dans sa petite échoppe où j'ai eu la chance de tenir entre les mains des livres très précieux et en particulier un des carnets de balles de Marie-Antoinette. Et j'avais été très impressionnée. L'oncle Adrien m'avait montré un peu comment coudre, et donc je cousais mes petits cahiers et j'offrais mes histoires aux parents, mes grands-parents, etc., etc. Donc si on veut jouer sur les mots, j'ai commencé à écrire dès que j'étais en capacité de former mes lettres. T'étais presque éditrice aussi. Ah bah tant qu'à faire, allez hop, j'avais intégré tout. Mais plus sérieusement, mon premier livre publié date de l'an 2000. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais rentrée en France depuis peu. Je me posais plein de questions sur mon avenir. J'avais du mal à trouver du travail et même des piges. J'avais donc du temps et je m'étais dit, je vais mettre à profit ce temps pour écrire mon premier livre. Entre-temps, ma mère est décédée en 98. Elle était au Canada, donc je suis partie à Montréal, bien sûr. J'ai vidé la bibliothèque. Dans la bibliothèque, ma mère qui sacralisait les livres, et il était hors de question d'écrire dans un livre, fût-ce un livre de poche, alors que moi, que ce soit la Pléiade ou un livre de poche, un livre, ça doit être vivant, ça doit bouger. Je feuillette tous ces livres pour m'assurer qu'il n'y avait pas dans un d'entre eux une lettre, une photo, quoi que ce soit. Et dans un roman de Madeleine Chapsal, je vois des notes de la main de ma mère. Je me dis, mon Dieu, que s'est-il passé ? Et ça m'a donné l'idée du premier roman. Et donc, comme j'avais du temps, une manière sans doute aussi de faire mon deuil a été d'écrire ce premier livre, qui est l'histoire d'une femme qui enterre sa mère, qui trouve dans la bibliothèque un livre avec de nombreuses annotations. Et donc, chaque chapitre, c'est une annotation à partir de laquelle elle va mieux découvrir qui était vraiment cette femme. Donc ça s'appelle La Bibliothèque et ça avait été publié aux éditions Alzieux, une toute petite maison d'édition qui m'avait fait confiance. Donc il y avait une grande part d'autobiographie dans ce livre. Comme souvent les premiers romans, les premiers récits. Et de là, j'ai fait quelques salons. J'ai eu la chance un jour d'être en face d'un monsieur qui était aussi un des cofondateurs et éditeurs du Cherche Midi et qui m'a dit « mais il faudrait qu'on se parle nous deux ». Et voilà comment après j'ai atterri au Cherche Midi pour mon deuxième livre qui garde le chien, un essai sur le divorce, et puis ensuite ça s'est enchaîné. Et une fois que tu as eu cette formation, donc à Paris 8, est-ce que rapidement les clients sont venus à toi ? Oh que non. Et je me souviens de Pierre Blanc-Sanoun qui disait toujours que ça prend du temps, au moins 3 ans, pour démarrer son activité vraiment. Je confirme, il avait parfaitement raison. Et dans mon cas, je partais avec en plus de lourds handicaps. Le premier était que j'étais pas issue du monde des RH, ni d'une grande entreprise, donc je n'avais pas du tout ce background puisque j'arrivais de la com. Et deuxième handicap, la com est par-dessus le marché à l'étranger, donc je n'avais aucun carnet d'adresse en France. Donc ça a été long et compliqué. Une fois de plus, c'est l'écriture qui m'a sauvé la vie. Il a fallu du bouche à oreille. Mes livres m'ont beaucoup aidé à avoir des personnes qui ont eu envie de me contacter grâce à mes ouvrages. Et après, le bouche à oreille a joué son rôle. Mais ça a été long. Donc pour quelqu'un qui commence, est-ce que tu as une recommandation particulière ? Est-ce que le tuilage est par exemple important ? Donc le fait d'avoir plusieurs activités en parallèle, par exemple ? Moi, je trouve ça important, surtout que maintenant, c'est devenu beaucoup plus tendance qu'à l'époque. Et pour autant, je trouve aussi que c'est important pour avoir le luxe de refuser une mission. C'est-à-dire qu'il me semble vraiment essentiel, quand on commence, et même quand on est confirmé, de ne pas avoir besoin de gagner sa vie. Je sais, c'est un peu provocateur la manière dont je le dis, mais je le pense sincèrement. Donc, en ayant d'autres activités, non seulement il y a une porosité des pratiques qui fait qu'on peut être plus inspiré, qu'on apprend d'autres choses, qu'on reste en lien avec un univers autre que le coaching, et d'autre part, ça nous permet de pouvoir refuser une mission si on pense que ça n'est pas aligné par rapport à notre pratique, nos valeurs, l'éthique bien évidemment. T'as fallu environ 3 ans pour avoir une clientèle ? Oh, moi, il m'a bien fallu 5 ans. En plus, je vivais en province, ce qui n'aidait pas non plus. Parce que souvent, les décisions, les réunions, etc. se faisaient à Paris. On n'était pas à l'époque beaucoup des visios. Et même avec les visios, indépendamment de la période Covid, les choses se décident quand même beaucoup à Paris. Beaucoup de déplacements. C'était pas si simple que ça pour moi. J'ai eu des débuts chaotiques.
Ça a questionné ma volonté de tenir le coup, et j'ai tenu le coup. Que j'en ai profité pour écrire aussi, donc c'était pas perdu, que je continuais à avoir d'autres activités, et puis finalement après, ce bouche à oreille m'a permis surtout d'avoir un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, ce qui fait partie, me semble-t-il, de l'hygiène du coach. Et aussi avoir le temps d'écrire. Tout à fait. T'as écrit, je crois, une 30aine d'ouvrages. Presque maintenant. En 20 ans. En 20 ans. Il y a aussi des ouvrages qui sont les mêmes mais qui ont été traduits. J'en ai eu un traduit en hongrois, un traduit en russe, donc ça compte que pour un finalement. Oui, enfin je veux dire, tu n'en es pas à un galop d'essai. Il y a déjà eu plusieurs projets d'écriture aboutis, donc il y a quand même une certaine maturité, d'où d'ailleurs ta capacité à accompagner les projets d'écriture. Tout à fait, et c'est aussi pour cela que j'ai aussi fait l'expérience de l'auto-édition. C'était l'année dernière pour mon deuxième roman qui s'appelle J'ai écouté le bruit des anges. Au Québec, il a toujours été publié chez le même éditeur qui s'appelle Édito, c'est-à-dire la marque de Gallimard au Québec. Et ici, l'éditrice qui avait pris le premier n'a pas aimé le deuxième. Et je me suis dit, eh bien qu'à cela ne tienne, puisque j'ai parfois des demandes de personnes qui veulent écrire mais passer par l'auto-édition, qui a pris quand même une place importante maintenant dans le monde de l'édition, je vais l'essayer pour savoir de quoi je parle. Donc le deuxième, en France, est parti dans le vaste monde de l'écriture par le biais de Librinova, qui est une plateforme que je trouvais intéressante et qui faisait convenablement son boulot pour l'autopublication. Alors à présent, découvrons ce que tu as choisi pour faire un intermède à notre entretien. Alors il s'agit du générique d'ouverture du film Peau d'âne de Jacques Demy, sorti en 1970, et bien sûr c'est Michel Legrand qui a composé cette musique. Film culte avec Catherine Deneuve, dont c'était la 3e collaboration avec ce réalisateur. Pourquoi ce choix, Émilie ? Pour beaucoup de raisons. La première, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance et ils ne sont pas si nombreux. J'étais allée au cinéma avec maman, je me rappelle encore, au Balzac sur les Champs-Élysées. Deuxièmement, parce que sur le plan professionnel, je me sers souvent des contes. Et on est à nouveau en lien avec le goût et l'appétence pour l'écriture. Donc je trouvais ça intéressant et je m'en sers souvent en disant par exemple aux personnes « Mais cette peau de l'âne, pour vous, c'est quoi ? Comment vous prenez soin de votre princesse intérieure ?» Donc ne serait-ce qu'à ces deux titres-là, je trouvais intéressant d'ouvrir le bal avec cet intermède de Peau d'âne. Le scénario de Jacques Demy reprend en grande partie le conte de Charles Perrault, qui n'est pas le créateur du conte, ça fait partie du répertoire traditionnel des contes français. Le livre est sorti en 1694 pour Charles Perrault, qui fait expressément référence au tabou de l'inceste. La reine mourante d'un royaume enchanté ordonne à son mari de n'épouser en seconde noces qu'une femme plus belle qu'elle. Or, seule sa fille la surpasse en grâce et en beauté, le roi demande la main de sa dernière. La fée des Lilas conseille alors à sa filleule de feindre les plus extravagantes demandes afin de décourager les assauts paternels. À la fois baroque et pop, l'œuvre a un double niveau de lecture, pour les enfants, le conte assez merveilleux, et pour les adultes qui fait nettement plus réfléchir. Est-ce que lorsque tu as revu le film, plus tard, tu as pu apprécier ces différents niveaux de lecture ? Alors non seulement j'ai revu le film, mais j'ai bien évidemment vu la comédie musicale. Il faut savoir que Peau d'âne s'appelle dans d'autres interprétations Mille fourrures, ce que je trouve plus doux, parce que moi qui adore les animaux, évidemment la peau de cet âne c'est une catastrophe. Mais Mille fourrures c'est plus joli dans l'idée de se dire aussi que finalement cette peau a été constituée de bouts de fourrure récupérés des animaux qui s'accrochent dans des arbres, etc. Alors la double lecture en question, oui et non, c'est-à-dire, je voulais garder l'émerveillement de l'enfance, donc je me suis dit on va rester connecté à cette source-là et pas regarder celle intellectuelle et récupérée sur le tabou de l'inceste. Pour autant, bien entendu, en tant qu'adulte, je peux pas passer à côté. Je suis pas thérapeute, c'est pas l'accroche principale par laquelle je vais aborder ce conte, ça c'est certain. Mais mon enfant n'épouse jamais ses parents. On dit que traditionnellement, les questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Ah oui, tu connais bien les chansons. Écoute, j'avais vraiment pas prévu de la chanter, je connais quasiment par cœur. Je peux te faire le cake d'amour, je peux te faire le que l'on me pende si je n'ai pas rêvé, je peux te faire la rencontre avec le prince. Chacun ses marottes. Tu nous as partagé à l'instant que tu utilisais de temps à autre le conte dans tes accompagnements. À quel titre en fait ?
Tu nous as parlé d'un exemple où tu invitais ta cliente à interroger son rapport à sa princesse. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que tu peux nous partager ? Bien oui, parce que le grand avantage du conte, et c'est un peu comme un outil que beaucoup de coachs connaissent, qui est le voyage du héros, c'est-à-dire le héros, il mène sa petite vie de héros, il est tranquille, il va bien. Paf, il se retrouve avec une mission qui lui est envoyée par des signes ou autre. Et là, il se dit, non, je vais pas y aller, moi, cette mission, je suis confort dans ma petite vie. Et bien évidemment, il va finir par y aller une fois que son débat intérieur va s'être résolu. Acceptant cette mission, il va évidemment avoir des ennemis, mais il va aussi avoir des alliés. Il va réussir à travers beaucoup d'épreuves, mais il va réussir à accomplir cette mission de laquelle il sortira transformé. Ça, c'est la structure des contes à peu près partout, et c'est aussi comme ça que ce fameux outil du voyage du héros est très utile pour nous. Donc, le conte présente plein d'avantages. D'une part, il sort la personne de sa zone de confort parfois, parce que on va l'emmener dans de l'imaginaire, on va l'obliger à penser autrement et à aller dans un côté plus métaphorique. Donc ça, c'est confortable. Parfois aussi, ça permet de décentrer la personne. Ça permet aussi de dire, non, c'est pas de vous dont on parle d'un petite grenouille là qui était sous la feuille et derrière il y avait un prince. Donc il y a une mise à distance. Absolument, une mise à distance. Et puis parfois, ça dépend des clients, ça dépend des personnalités, donc ça n'est pas à faire évidemment avec tout le monde. Ça peut aussi lui permettre d'avoir une métaphore. Par exemple, il y a un conte où à un moment donné, il y a un fils qui veut absolument faire des études. Son père lui dit, mais non, tu vas devenir bûcheron puisque de toute façon ce sera ça. Et il va, à un moment donné, frotter un petit bout de bois avec un petit chiffon. Ça va devenir une hache magique grâce à laquelle il va obéir à son père très vite et abattre plein d'arbres. Et puis après, il va être enfin reconnu, il va pouvoir faire ce qu'il veut vraiment. Eh bien, ce petit chiffon, il m'est arrivé de dire à des clients, par exemple, et vous, ça serait quoi votre petit chiffon ? J'ai le souvenir d'un monsieur qui un jour m'a dit, finalement, mon petit chiffon qui me servait à essuyer mes lunettes, c'est devenu mon petit chiffon magique. Et lui, c'était devenu ce que les pénalistes aimeraient appeler un ancrage. Donc c'était son repère, il savait que son petit chiffon lunettes, c'était plus le petit chiffon de lunettes, il était toujours avec lui un petit peu comme son petit gris-gris. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Effectivement, une façon de prendre une distance, de regarder sa problématique autrement et de trouver des solutions. Il y a un côté magique dans cette approche aussi. Absolument. De permettre à son client de se décentrer par rapport à sa réalité, de mettre à distance son vécu et d'imaginer tous les possibles là où il ne voit que des problèmes en fait. Exactement. Et c'est souvent une des parties de notre activité. C'est d'emmener finalement notre client d'un état qui est pour le moment son état réel vers un état désiré qui va devenir un état réel évidemment et le tout par un chemin qu'il nous appartient de tracer avec lui. Donc pourquoi pas un petit peu de chemin magique. Alors dans cette deuxième partie de l'interview, nous allons évoquer et parler de ton livre intitulé « Le biblio-coaching, les livres à lire pour éclairer votre vie », sorti en format électronique aux éditions Le Duc. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, tu as écrit une trentaine d'ouvrages. Est-ce que l'idée était en germe en toi depuis longtemps ? Autrement dit, est-ce que tu as toujours recommandé la lecture de livres à tes proches ou à tes clients d'ailleurs ? Très souvent, justement, les gens, sachant que j'écris, faisaient l'hypothèse que je lisais. Et donc, à la fin d'une séance ou autre, me disaient, au fait, Émilie, vous auriez pas une idée de bouquin pour telle chose, telle chose. Par ailleurs, je suis curieuse, puis ancienne journaliste, tu l'es aussi, donc tu sais de quoi l'on parle. Il y a toujours une curiosité de fouiner, de lire, de comprendre, voilà. Et à un moment, je me suis dit, mais dans le fond, si j'accompagnais des gens par la lecture, ça pourrait être aussi très intéressant. Alors, certes, la bibliothérapie existe, mais on va pas revenir sur les différences entre la thérapie et le coaching. Avec quand même une vision, une posture de coach, il était possible aussi de s'appuyer sur les livres pour accompagner les clients. Alors, à partir de là, j'ai commencé à pratiquer de cette manière-là rarement, puis un peu plus, selon les demandes, selon les envies, en proposant donc des livres aux clients qui m'expliquaient leurs demandes, ce qui permettait parfois des accompagnements plus courts pour des personnes, par exemple en individuel, qui n'auraient pas les moyens de s'offrir un coaching au long cours. Et à partir de là, les éditions Le Duc m'ont proposé de leur écrire un livre sur cette pratique. Et là, la difficulté a été double. D'une part, je voulais pas que ce soit un livre que de moi-même, par moi-même, à propos de moi-même. Et d'autre part, dans un coaching, par définition, je pense que je vous apprendrai rien ni aux uns ni aux autres, il y a de l'interaction, puisqu'on est dans la relation, on est dans l'échange, on est dans le dialogue. Avec un livre, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vraiment jouable. Donc, comment allais-je m'y prendre pour proposer des livres et montrer comment s'en servir? Donc, ça a été mon gros défi d'écriture. Donc, j'ai fait de mon mieux pour y parvenir. Et d'autre part, pour éviter que ce soit juste mes recommandations, mes goûts, ma pratique, j'ai invité un certain nombre de mes consoeurs et confrères à également proposer des livres. Alors, certains d'entre eux pratiquaient déjà le biblio-coaching, sans le savoir ou en s'étant inspirés de ma pratique. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir un panel plus large, d'une part de propositions d'écriture, d'autre part de propositions de lecture et d'accompagnement à partir de ces livres-là. Alors, tu définis le biblio-coaching comme le processus combinant lecture et coaching dans lequel chaque lecteur peut s'auto-coacher pour trouver dans les livres ses réponses personnelles. Tu parles d'auto-coaching, mais en fait, tu accompagnes également tes clients en tant que coach avec ce processus.
Alors, je les accompagne pas tous, c'est une partie c'est possible, ça peut arriver. Voilà, absolument. Après, auto-coaching, pourquoi ? Parce que c'était une commande des éditions Le Duc avec l'idée d'un livre et donc je pouvais pas proposer que du coaching et ça n'allait pas non plus devenir, grâce à ce livre, une sorte de plaquette commerciale déguisée. C'est pour ça que j'ai proposé de l'auto-coaching. Mais il est certain que le biblio-coaching, comme à mon avis la bibliothérapie, rencontre des limites et d'ailleurs j'en parle dans le livre. Toutes les situations, toutes les demandes ne peuvent pas s'y appliquer, ne peuvent pas non plus se substituer à un véritable accompagnement, qu'il soit un accompagnement de type coaching ou qu'il soit un accompagnement de type thérapeutique. Ça donne envie de lire un certain nombre de ces livres qui sont évoqués et qui semblent assez inspirants. Mais c'est vrai que du coup, l'appellation auto-coaching, je la critique toujours un petit peu parce que c'est dans l'interaction, dans la relation, comme tu le disais tout à l'heure, que se fait ce sel particulier qui va permettre à la personne de cranter, d'avancer sur son chemin. Alors exactement, je partage absolument ton avis, donc j'ai dû faire un compromis entre ma pratique dans la vraie vie et puis la pratique par écrit. Alors, le dernier baromètre, les Français et la lecture de l'Institut Ipsos pour le Centre national du livre révèle que 86% des Français ont lu un livre ou plus en 2020, une baisse de 6 points par rapport à 2019. Le biblio-coaching est donc une approche accessible pour tous, malgré cette désaffection progressive de la lecture, selon toi ? Alors, j'entends le Ipsos, pour autant je le questionne parce que même dans le métro, je suis frappée de voir le nombre de gens qui lisent et des vrais livres en papier, pas seulement des tablettes où je pourrais pas toujours voir ce qu'ils lisent. Ipsos, je vais quand même pas m'inscrire en faux contre eux, mais bon, je questionne quand même un petit peu. Alors peut-être qu'ils ont fait les études par rapport aux livres publiés et achetés. Probablement. C'est vrai qu'il y a aussi tout un secteur d'activité qui consiste à réutiliser, repartager les livres, etc. Ça rentre peut-être pas dans le champ des calculs aussi. Alors je pense, plus les bibliothèques, plus tout ça. Exactement. En tout cas, tel que je l'entends, le biblio-coaching est applicable et praticable par tout le monde. Parce que pour moi, la différence de certaines personnes qui ne prêchent que les grands auteurs et en dehors de Platon, point de secret, moi, que ce soit Kierkegaard ou Marc Lévy, ça le fait. Ce qui me semble important, c'est qu'une personne s'autorise, d'une part, dans une époque où le temps est si précieux, à se donner du temps, à changer de rythme, parce que quand on lit, on n'est pas sur le même rythme que 35 images secondes, par exemple. Et d'autre part, je ne veux pas de snobisme intellectuel. Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'une personne ait une appétence pour la lecture. L'essentiel, c'est que la personne soit confortable dans son acte de lecture, qu'elle ait envie d'ouvrir un livre qui lui donnera envie de gratter sur un autre, et d'autre part, je ne sais pas tous et toutes vos pratiques d'écoute en tant par exemple qu'auditeur, mais moi, il y a des moments où j'aime France Culture et des moments, la BBC, ça le fait. Chant FM, très bien, et FIP, il n'y a rien de meilleur que FIP par moment. Pourquoi être monomaniaque ? Pourquoi être monotage ? La lecture, ça dit aussi quelque chose de nous à un temps précis de notre vie, de notre état de fatigue, de notre disponibilité intellectuelle, de notre disponibilité émotionnelle. Et en plus, en tant que coach, si je n'ai des œillères qu'en me contentant d'un certain type de lecture, je pense que je fais mal mon travail. Alors, ce qui m'a surpris dans le livre, c'est la dimension mode d'emploi de ce que la lecture peut apporter avec des témoignages de professionnels qui utilisent la lecture ou le livre dans leur pratique et des questions-réponses de lecteurs. C'est important pour toi, cette approche pratico-pratique. Alors, tu nous parlais tout à l'heure que certains de tes collègues disaient que tu avais tendance à être dans le concret. Il est vrai que j'aime bien le pratico-pratique. Déjà là, encore une fois, je remets le contexte. Une commande des éditions Le Duc, il faut un livre, il faut que j'accompagne les lecteurs, donc il faut bien que je leur donne des façons de procéder. Il est sûr que dans une vraie séance de coaching, ils n'ont pas le pratico-pratique, c'est moi qui l'ai, mais comme tous les coachs. Par contre, c'est vrai que comme trait de caractère, j'ai toujours été très pratico-pratique. Je pense que ça s'est renforcé avec le Québec, parce qu'au Québec, il y a un côté concret. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de ma nature, c'est-à-dire que j'aime bien brasser des idées. Je crois qu'on me reconnaît assez créative. Mais une fois que c'est créé, c'est bien mignon, mais une idée ne vaut qu'une fois qu'elle a été mise en place. Je pense qu'il est important de s'incarner dans la matière et qu'on est fait à la fois d'une reliance avec l'univers, ça je le crois profondément, mais on est également fait de chair et d'os et on est avec une énergie terrestre et donc il nous appartient d'être dans cette connexion de la terre et de l'air. C'est aussi une des grandes qualités que je reconnais au coaching, en tout cas ce que j'aime dans le coaching, c'est qu'à un moment donné on va aider notre client à ancrer son changement dans des actes du quotidien à moyen terme et ça je trouve ça extrêmement agréable, valorisant et utile. Alors intuitivement, j'imagine que c'est plus approprié à un accompagnement individuel. Pour autant, l'as-tu déjà utilisé dans un accompagnement d'équipe éventuellement ? Et alors pas d'équipe parce que je ne fais pas de coaching d'équipe. En revanche, il m'est arrivé dans des séminaires ou dans des formations dans lesquelles j'étais invitée à animer des sessions, à le proposer mais en tout petit groupe. Et même en formation de coaching, parfois ça m'arrive de le faire puisque j'interviens dans 2 établissements. C'est de proposer effectivement un extrait par exemple d'un livre et demander à 3 personnes en sous-groupe de voir comment elles le travaillent ou comment elles pourraient répondre à telle question. Et si vous étiez tel personnage, si vous étiez coach, quel conseil lui donneriez-vous ? Enfin, il y a 1001 idées que l'on peut avoir à partir d'un ouvrage, mais pas plus que 2 ou 3 personnes.
Alors dans l'ouvrage, tu listes une dizaine de motivations où cette approche est appropriée. Cela va de l'éclairage sur une préoccupation au besoin de retrouver le moral en passant par un accompagnement du changement. Le processus répond à un large éventail d'objectifs. Combien de personnes as-tu accompagné avec ce processus toi-même ? Bonne question, je sais pas, sur les années, je dirais peut-être une petite vingtaine, trentaine, pas plus que ça, je pense. Est-ce que tu aurais des exemples emblématiques de ce que le biblio-coaching leur a permis ? Ce que ça leur a permis d'abord et avant tout, c'est une autorisation. Ça, je trouve ça très intéressant, c'était pas un effet prévu. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme c'est la coach qui l'a dit, ils s'autorisent à lire. Donc ils s'autorisent à s'extraire, par exemple, du social, de la vie de famille, pour dire « Ah non, mais il faut que je lise puisque ma coach m'a dit de lire ». Et c'est renouer avec un plaisir qu'ils avaient et qu'ils ont perdu, si ce n'est la lecture utile, liée à leurs activités professionnelles. Donc ça, j'ai trouvé que c'est intéressant parce qu'après, on peut avoir un boulevard, je dirais, de travail autour de comment je m'accorde une autorisation, qu'est-ce qui fait sens pour moi dans cette autorisation, qu'est-ce que ça vient chercher de mes drivers qui n'étaient pas là avant, qui va être, non, fais plaisir, et on me dit que faire plaisir, c'est agir, aider, venir en aide à telle ou telle personne chez moi, donc j'ai pas le temps de lire, etc., etc. Après, ça a été très souvent des aides par rapport à des relations familiales. Alors pourtant, je fais pas de coaching de vie du tout, mais par le biais, par exemple, d'une biographie de quelqu'un qui a réussi quelque chose dans la vie, alors ça va d'Estée Lauder à Steve Jobs, par exemple, que ça a une valeur d'inspiration. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce biblio-coaching devient inspirant pour la personne, qui dit, évidemment, je vais pas faire du copier-coller sur la vie de telle ou telle personne. En revanche, je peux peut-être m'en inspirer pour adapter mon changement en fonction de telle ou telle chose. Parfois, ça fait monter les émotions de colère, par exemple dans un roman, de dire non mais quel d'avoir réagi comme ça à tel endroit, moi j'aurais pas fait comme ça. Ah bon, comment auriez-vous réagi ? Et hop, on a un fil. En fait, il faut être clair, le livre ne va être qu'un support, comme on pourrait avoir, j'ai presque envie de dire, du photolangage ou d'autres outils que les coachs peuvent avoir dans leur boîte à outils. Le livre en est un de plus et après chacun d'entre nous va le travailler d'une manière différente. Ce qui peut être très drôle aussi, c'est de faire réécrire la 4e de couverture. Si on sait qu'on a un client qui aime écrire, il va s'amuser. Si on a un créatif, de lui dire « Et vous, quel titre auriez-vous donné ?» Et hop, à partir de ce titre, on va nous avoir des clés de lecture qui vont nous permettre de voir des sensibilités qu'il a, ou peut-être de se dire « Tiens, est-ce que ça serait pas inspirant pour vous parce que vous cherchez un titre pour tel programme, telle entité, tel nom de société que vous créez, etc. » Il y a beaucoup de pistes qui sont à la liberté, je dirais, de la créativité du coach et de l'acceptation de cette créativité par le coaché. Et s'agissant d'exemples, est-ce que tu en aurais certains à nous partager, en les rendant anonymes évidemment ? Par exemple, un Français qui avait vécu justement au Québec, qui revenait vivre en France, comme moi, il trouvait ça difficile, et je lui avais proposé notamment un livre que j'aimais beaucoup de Louis-Bernard Robitaille, qui était un journaliste maintenant décédé, mais qui a été très longtemps correspondant en France, donc il connaissait parfaitement la France, et il avait écrit un livre merveilleux qui s'appelait « Et Dieu créa les Français ». Son postulat de départ, c'était quand Dieu a créé l'univers, il a donné à la France des littoraux formidables, des montagnes, une végétation, un climat qui lui permet des vins extraordinaires, etc. Il a créé plein de choses et on le lui a un peu reproché en se disant « Mais enfin, tu leur as tout donné » et Dieu aurait dit « Non, mais j'ai créé les Français quand même ». Et Dieu créa les Français, c'est plein d'humour. Et donc, ça l'avait aidé à se dire « Je suis pas tout seul à râler. » Et oui, effectivement, il y a des codes, il faut que je les reprenne. Mais comme exemple comme ça significatif, il n'y a pas l'anecdote fracassante qui deviendrait emblématique d'une pratique. Ça, ce serait pas vrai. C'est plutôt la politique des petits pas, c'est-à-dire que cette lecture permet de prendre conscience de quelque chose ou leur donne envie d'eux-mêmes d'aller explorer un autre ouvrage. C'est plutôt comme ça que ça a fonctionné. C'est pas une baguette magique. Ça, je m'en doute. Mais pour autant, est-ce qu'il y a certains clients qui, par exemple, après avoir lu le livre que tu leur avais suggéré, t'ont dit que ce livre les avait carrément transcendés ou au contraire, les avait pas du tout inspirés ? Complètement. Alors j'ai eu des gens que ça a agacé. Souvent la question c'est « Mais pourquoi vous m'avez recommandé de lire ce bouquin ? Parce que j'ai pas du tout aimé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ce qui est intéressant. Après j'avais les « Ah mais grâce à vous j'ai découvert, du coup je vais tous les lire. » Et encore une fois on est dans l'ouverture et on va glaner à droite à gauche. Alors après ça peut être un passage. Et très souvent aussi ça va être des phrases clés qui vont les marquer ou qui moi m'ont marqué. Alors par exemple je me reviens à l'esprit dans Gilles Le Gardinier, dans Complètement cramé. Il y a un moment donné, un Anglais qui, pour X raison que je vous épargne, va venir se faire passer pour, on va dire, régisseur ou maître d'hôtel dans une maison en France, et puis va venir en aide avec le jardinier à un petit jeune homme qui est plutôt dans le mode décrocheur. Et ce petit jeune homme va faire des tas de bêtises. À un moment donné, le personnage principal va lui dire qu'il faut savoir distinguer les rêves des illusions. Ça, par exemple, c'est intéressant. Ça peut être soit le client qui de lui-même va dire « Quand j'ai lu ça, j'ai repensé à notre séance », ou il ne va pas le faire, et moi, comme j'ai envie de l'emmener sur ce terrain, je lui dis « Tiens, ça m'étonne. Vous savez, quand le personnage dit à tel de pas confondre les rêves et les illusions, ça vous avez pas réagi là-dessus. » Et hop, on va enchaîner.
Autre exemple, alors là c'est un livre de Philippe Forest qui s'appelle L'oubli, qui est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin et il est convaincu d'avoir égaré un mot pendant son sommeil. Et donc il ne va avoir de cesse que de chercher toute sa vie quel est ce mot qu'il a oublié pendant son sommeil. Et notamment il y a un petit passage où il explique et il dit: en quête du mot que j'avais égaré, je visitais mon passé. Mais je ne disposais pas de la méthode qui m'aurait été indispensable à cette fin. D'où le problème auquel je me confrontais et que je désespérais de résoudre. Je procédais au hasard, je n'arrivais à rien, je me perdais dans une perpétuelle rêverie. Eh bien là, on peut dire, tiens, et vous, quand vous êtes comme ça perdu, égaré, comment vous faites? Ce serait quoi le hasard? Qu'aimeriez-vous que le hasard vienne vous apporter comme signe? Comment vous pourriez faire pour observer des signes? Comment vous faites quand vous êtes dans cette perpétuelle rêverie, pour reprendre l'expression de Philippe Forest? Il faut évidemment qu'en biblio-coaching, nous on ait lu les livres et à noter ou à l'esprit des passages qui seraient pertinents par rapport à la demande du client. Après, il arrive parfois, ça j'aime bien aussi, ce sont les clients qui disent « Bon, vous m'aviez recommandé ça, mais finalement j'ai pas lu ça, j'ai lu autre chose. » Et ils l'apportent. Alors, deux choses l'une, ou je l'ai lu, tant mieux, ou très souvent je l'ai pas lu, parce que je passe pas non plus ma journée malheureusement ou heureusement, mais en tout cas à lire. Et on va en parler ensemble de ce livre, comment il a rencontré ce livre, c'est souvent très intéressant. Qu'est-ce qui lui a plu et pourquoi il a eu envie, au regard de sa demande, de me proposer cette alternative. Et encore une fois, le livre ne sera finalement que le prétexte, que le support à amorcer l'échange dans un processus de coaching propre à notre méthode ou à notre accompagnement. En même temps, sous-jacent, j'entends un vrai plaisir à lire et à partager ces lectures. Ah bah oui, bien sûr. Mais je pense que quand on est dans un métier de l'accompagnement comme les nôtres, on ne peut pas ne pas être dans le goût du partage, de l'échange. J'ai envie de dire du don contre don sur faisait Marcel Mauss, mais on est un petit peu sur quelque chose comme ça. Si c'est pour rester au fin fond de notre grotte, on ne sera pas coach. Alors dans ton livre, tu expliques qu'un bon livre est un ouvrage qui nous restaure dans notre puissance de vivre bien notre existence. C'est donc là l'intention du biblio-coaching ? En partie, oui. Et encore une fois, tous les ouvrages peuvent le faire tant qu'ils sont en harmonie, qu'ils résonnent avec le lecteur. C'est pour ça que je m'inscris en faux contre certaines personnes qui ne prêchent que par les grands auteurs. Pour moi, il n'y a pas un grand et un petit auteur. Il y a un auteur qui rencontre un lecteur. Ce qui compte, c'est cette rencontre. Parce que, en tout cas, dans une démarche de biblio-coaching, la rencontre avec le livre et l'usage que l'on va en faire comptent largement autant que la qualité d'écriture ou de narration. Alors, le choix du livre est important pour que le biblio-coaching porte ses fruits. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux coachs qui nous écoutent pour bien choisir le livre qui fera avancer le client lecteur ? Alors déjà qu'ils aiment le livre en question, qu'ils rentrent dans l'univers de leur coaché. Les rapports à la lecture de nos coachés n'est pas toujours le même. Vous pouvez avoir des gens qui ont fait énormément d'études mais qui n'ont pas beaucoup lu, si ce n'est lu utile. Vous avez des gens qui auront fait moins d'études mais qui auront lu énormément. Vous avez des personnes qui, toutes intellectuelles qu'elles sont ou sorties de grandes écoles, n'aiment pas tellement finalement la lecture ou en tout cas les grands auteurs. Donc il faut d'abord rentrer en résonance comme dans un coaching classique, je dirais, avec notre client. À partir de là, lui recommander 3 livres. Pourquoi ? Parce que ça permet déjà de varier les styles. Encore une fois, ça peut être un livre pratique, une BD, un livre de poésie, peu importe. Donc déjà, le choix premier du coaché à partir de ça va dire quelque chose. D'autre part, ça lui donne un choix, il n'est pas obligé de lire les 3, il fait ce qu'il veut. Et nous, ça nous permet d'osciller sur différents styles, donc différentes émotions, différentes approches, et donc de ne pas rester que dans le cognitif. Le gros danger du biblio-coaching, ce serait de s'en tenir au cognitif. Parce qu'il faut vraiment être dans cette congruence qu'aimerait tant notre Carl Rogers préféré, l'alignement tête-cœur-corps. Et donc, la lecture telle qu'elle est envisagée dans le cadre d'un coaching, elle doit vraiment relier notre cognitif, notre intellect, les émotions que ça procure, et, on revient aux pratiques, les mises en action concrètes qui vont être issues de tout ça. On n'est pas au masque et la plume, là. Mais alors concrètement, lorsque toi tu es en accompagnement avec un client, donc on l'a bien compris, au début tu fais pas forcément un biblio-coaching, à un moment donné ça te semble approprié, et donc tu as déjà un petit peu perçu la personnalité de ton client, et là tu te dis tiens, il m'a parlé de ça, j'ai tel livre qui me vient à l'esprit, ou tu as carrément une liste par thématique, enfin tu vois comment ça marche ? Moi j'arrive pas à faire des listes et des trucs comme ça, j'y vais à l'intuition. D'accord. Et il m'est même arrivé au culot, je reconnais, de dire écoutez, j'ai pas encore lu, j'en ai entendu parler, je sais pas pourquoi ce serait bien pour vous. Et on en parle. Parce qu'encore une fois, dans le biblio-coaching, ce qui compte, c'est surtout le processus. Donc, c'est de voir comment il accueille la surprise, comment il accueille la recommandation. Est-ce qu'il va se montrer plus rebelle ou plus empathique ? Va y avoir tous ces éléments-là. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu proposais 3 styles d'écrit, que ça soit un roman graphique, un roman, de la poésie, etc. Quel que soit le registre d'écriture, c'est possible ? Oui, parce qu'il y aura toujours au moins une phrase qui va ou lui plaire ou pas lui plaire, résonner en lui ou l'interpeller. Donc, il y aura toujours matière à trouver, ne fût-ce qu'une petite proposition indépendante quelque part.
Alors, quel est le dernier livre que tu as lu et que tu recommandes à tes clients ? En fait, j'ai envie de parler de deux choses. Les livres que j'ai relus et les livres que j'ai lus. Les livres que j'ai relus, alors il y a notamment, parce que j'aime Modiano, et d'ailleurs dans le biblio-coaching, je cite un extrait du discours qu'il a prononcé quand il a obtenu le Goncourt, parce que ça reste pour moi un auteur que j'aime et un auteur dont je rêve le parcours, dans le sens où à la fois il écrit, évidemment on ne reviendra pas sur la qualité d'écriture, mais aussi il a scénarisé, il a écrit des chansons, et moi j'adore cette capacité à passer d'un registre à l'autre avec la même tenue. Par exemple, il y avait L'Accident nocturne, qui est un livre magnifique de Modiano. Est-ce que tu aurais un passage que tu voudrais nous lire et qui te semble inspirant éventuellement ? Je ne mets pas dans le contexte, nous voilà partis. Il dit « J'essaie de me souvenir de ce que je pouvais bien faire la nuit de l'accident, si tard, place des Pyramides. Je dois préciser qu'en ce temps-là, chaque fois que je quittais les quartiers de la rive gauche, j'étais heureux, comme s'il suffisait que je traverse la Seine pour me réveiller de ma torpeur. Il y avait soudain de l'électricité dans l'air, il allait m'arriver, enfin, quelque chose. » Et donc là, si on était dans une séance de coaching, tu pourrais utiliser cet extrait, par exemple ? Que va-t-il vous arriver ? Vous êtes à la place de Modiano, vous marchez, voilà. L'autre, c'est me réveiller de ma torpeur. Et vous, que faites-vous pour vous réveiller d'une torpeur ? Donc en fait, il y a 1001 possibilités. Mais c'est pour ça que j'aime ça, moi. La partie créative en moi fait que c'est le pur bonheur. Donc tout coach qui a beaucoup d'imagination et qui a de la créativité va se régaler en biblio-coaching. Je dirais que le principal écueil que nous pouvons avoir, c'est de pas oublier qu'on n'est pas dans une soirée lecture. On est en coaching, donc faut tenir notre cadre. Ça peut être l'écueil, mais sinon c'est un pur bonheur. Un livre que j'ai lu cet été, qui n'est pas récent, un roman, mais que j'ai trouvé drôle, et comme j'aime beaucoup les animaux, la couverture m'avait amusée vu qu'il y a 2 pingouins, dont un assis sur une chaise et le tout sur un fond bleu. C'est Joël Baquet qui l'a écrit, ça s'appelle La Fonte des glaces. Ça raconte donc l'histoire d'un homme qui traverse une brocante et qui se laisse tenter. On va lui emballer son achat dans de vieux journaux et il va devenir l'icône de la cause écologique. Avec évidemment des pingouins, et c'est assez drôle. Donc un extrait, il est rentré et il dit: un soir, alors qu'il s'était affalé dans le canapé iceberg, il observa longuement une mouche. L'insecte tournoyait dans le grenier, affolé de ne rien trouver d'autre que du blanc où se poser pour faire sa toilette sans s'exposer à d'inopportuns regards. La pudeur supposée de cette mouche le conduisit à s'interroger sur la vie du manchot empereur dans son milieu naturel au milieu de ses congénères. Il s'interrogea sur sa vie réelle qu'il associait banalement au froid, à la neige, à la glace, sans pouvoir en donner aucun détail. Louis réalisa qu'il ignorait presque tout de ses conditions d'existence. Il savait tout du porc et rien du manchot empereur. Une légère aigreur à l'estomac lui indiqua qu'il culpabilisait. Concrètement, dans cet extrait-là, si j'étais ton client, tu m'inviterais à faire quoi, par exemple ? À quoi vous remarquez, par exemple, que vous culpabilisez au moment où vous vous y attendez le moins ? Est-ce que parfois vous observez des détails ? Après, comme il aurait lu le roman, on pourrait aller « Et vous ? Si c'était vous, ce serait quel animal ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous ?» Si la personne aime les animaux, là on a un boulevard avec la signification des animaux, indépendamment même de ce que l'animal peut dire dans un rêve. Ça, c'est pas ma spécialité. Et d'ailleurs, dans le prochain ouvrage que je suis en train d'écrire et qui sortira en juin l'année prochaine, chez Erol, j'ai invité certaines personnes dont je pense certaines ont été ou vont être à ton micro à intervenir, notamment je pense à Reine-Marie Albou sur les animaux dans les rêves. Donc elle va nous en parler. Et bien évidemment de son terrain de jeu favori, c'est-à-dire Jung et tout ce qu'il peut nous dire des animaux. Précisons qu'elle est coach et psychanalyste. Et effectivement, elle est prévue. On va rester avec mes bestioles, avec le livre de Claude Beata dont je parlais tout à l'heure, qui est chez Odile Jacob, qui s'appelle Au risque d'aimer, où là, cette fois-ci, nous sommes avec un essai, et c'est un essai des origines animales de l'attachement aux amours humaines. Et c'est un livre qui est vraiment passionnant sur la théorie de l'attachement. Par exemple, dans le chapitre 6 sur la beauté d'aimer, il nous dit « Les espèces évoluent en parallèle depuis des milliers, des centaines de milliers, parfois des millions d'années. Les espèces qui se développent dans l'attachement sont celles qui réalisent les plus belles performances cognitives. Cela est juste un fait. Le système élaboré, complexe, de lien entre la mère et le petit ou entre les parents et les petits s'est fondé, comme nous l'avons vu, sur la capacité à comprendre les besoins de l'autre au-delà d'un simple automatisme. Il a fallu la protection et le plaisir, la recherche de proximité et le bien-être de la présence, la prévision des risques et l'anticipation du plaisir à se retrouver, la capacité à ressentir ce que vit l'autre, même si ce n'est pas pareil pour soi, et la fusion émotionnelle au moment des réunions. Il a fallu la douleur de l'absence et les joies des retrouvailles. Et là, concrètement, tu utiliserais ce passage comment avec un client ? Eh bien déjà qu'il accepte d'entendre que quand un attachement est bien consolidé depuis l'enfance, nos facultés cognitives sont meilleures. Donc comprendre encore une fois cette congruence tête-cœur-corps.
le fait que quand on n'a pas été nourri affectivement, quand ça n'a pas été tissé au bon moment, au bon endroit, il va falloir trouver des solutions pour guérir cette blessure et composer avec. Voilà, alors ça peut être une piste. Et puis, si les personnes acceptent de lire ce livre, mais ça va être aussi tout ce qui est développé par l'auteur et voir jusqu'à quel point ça agace ou pas la personne. Parce que si le livre que je propose l'énerve, c'est parfois parce que ça va aller toucher son ombre. Et sur un sujet comme l'attachement, bien évidemment, je vais pouvoir avoir des phrases du style « Oui, mais enfin, on n'est pas des bêtes quand même » ou « Oui, non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de sécurité ? La sécurité, on se l'assure. » Ah oui, tant que ça, et comment vous vous y prenez. Donc c'est intéressant qu'un client aime ou pas le livre, ça vient souvent aller taquiner, surtout encore une fois pour des essais, son ombre, et c'est intéressant pour nous de travailler non seulement avec notre propre ombre, mais l'ombre évidemment de notre coaché. Est-ce qu'il existe une formation pour les coachs qui voudraient utiliser le biblio-coaching ? Pas du tout. Donc il m'est arrivé parfois que des coachs me demandent quelques séances histoire de bien cadrer par rapport à leur pratique, mais il n'existe pas de formation. Et s'agissant de la supervision, est-ce qu'il y a une supervision spécifique pour les coachs qui pratiquent le biblio-coaching ? Non, je pense pas, parce que le biblio-coaching, c'est plus un atout complémentaire que l'on peut avoir dans nos outils. En revanche, en supervision, ce qui peut être intéressant, c'est si un supervisé vient voir son superviseur avec une lecture, que ce soit de notre métier de coach ou autre, et qu'il a envie de l'amener en supervision. Ça peut être intéressant. Refermons les pages de ton livre et parlons à présent de ton regard sur l'évolution de notre métier. Alors, j'emporte un regard confiant et pour autant un regard qui nous ébouriffe toutes et tous un peu. Et là, je vais peut-être parler avec une double casquette, d'une part de membre de la SF Coach. Notre présidente, c'est Catherine Snyers et je suis sa vice-présidente. Donc, on réfléchit beaucoup au sein de la SF Coach. On a des groupes de savoir interne qui mènent des réflexions avec un positionnement différent puisqu'il y a quelques grandes associations. Nous sommes la plus âgée et on a notre petit côté que nous défendons tout à fait de poil à gratter. Ce qui me frappe déjà, c'est la technologie est devenue créatrice de sens. Quand j'ai commencé, c'eût été sacrilège que de coacher à distance. Aujourd'hui, on sait que non seulement le Covid a accéléré le mouvement, mais bien avant, il existait déjà des propositions par certaines plateformes pour accompagner les gens à distance. Ça a fait pousser des hauts cris à certains coachs disant « mais c'est pas possible si on n'a pas le contact », d'autres disant « so what ?» Donc c'est intéressant de réfléchir à ça parce que c'est vraiment un sujet. À la SF Coach aussi, dans un de nos groupes de savoir interne, on réfléchit justement à cette question du lieu actuellement. Donc c'est quoi le lieu ? Moi, quand j'ai commencé, il était hors de question d'aller chez le client, évidemment, ou de le recevoir dans ce qu'on appelle maintenant des tiers-lieux. Et puis il y a, et ça me semble plus grave, la question de la normativité de notre métier. Le gouvernement s'est ému du fait qu'il y avait quand même de drôles de zozos qui se disaient coach alors qu'ils ne répondaient à aucun des critères requis. Qu'on évite les dérives, c'est tout à fait normal, mais qu'on nous normalise à un point extrême est relativement inquiétant. Qu'il y a un besoin de régulation, mais pas un besoin de normalisation au sens standardisation. Je pense que tu le formules parfaitement. Régulation, oui. Normalisation, non. C'est un sujet qui mérite vraiment réflexion parce qu'il y a, à mon avis, de vrais dangers. Au bout de tant de séances, on aura fait ça. Au bout de tant de séances, on aura fait ça. C'est pas possible. On est avec un être humain. Ça, c'est la première chose. D'autre part, avec toutes ces référentiels RNCP, on est en train de se rendre compte que les premières compétences qu'on va demander à un coach, c'est de savoir faire son commercial, de savoir développer son business, de faire de la formation, je précise. Et ça n'est qu'après qu'arrive le coaching. Ça questionne quand même sur notre pratique de coach. En juin 2021, tu es devenue vice-présidente de la Société française de coaching avec Catherine Snyers, qui est présidente. Quelle est la feuille de route que vous vous êtes assignée ? C'est une présidence pour combien d'années déjà ? C'est 2 ans, renouvelable une fois. Alors nous, ce qu'on a choisi, c'est vraiment d'avoir une transition entre l'équipe d'avant et notre équipe pour assurer une continuité parce qu'on va pas réinventer la roue, mais qu'en revanche, chacun apporte sa touche. Nous, ce sur quoi on a vraiment envie d'attirer l'attention des membres et de l'écosystème coaching, c'est cette notion d'ouverture. Être en lien, c'est pas pour rien que pour fêter nos 25 ans, notre thème était le temps du lien. Et d'ailleurs, on a eu un colloque qui a très très bien marché. Et cette année, on continue d'être sur cette notion du temps du lien. On va l'ouvrir avec davantage la francophonie, l'international, mais pas pour l'idée d'avoir différentes langues et différents pays, beaucoup plus dans l'idée d'avoir des valeurs communes. Ce qui nous semble important, c'est, quels que soient les cieux, on peut avoir des valeurs communes avec des coachs et d'autres, des valeurs qui seront moins partagées. Donc d'identifier le creuset commun finalement des valeurs communes aux coachs, quel que soit l'endroit où ils coachent, quel que soit le pays où ils sont. Exactement, ça nous semble important, donc on va le développer davantage. On va rester aussi dans l'idée de bien faire valoir que la SF Coach est un vivier de personnes ressources qui ont, pour beaucoup d'entre elles, écrit des livres, mais pas que. Ça peut être des articles scientifiques ou des conférences intéressantes ou des blogs, etc. Donc montrer que la SF Coach a un apport, a une valeur ajoutée dans les réflexions du lien. Et le lien, il est aussi bien avec nos partenaires, donc évidemment les entreprises, les organisations, les institutions diverses et variées, les individus, qu'on est aussi en lien avec l'évolution du monde du travail, de moins en moins de salariés, donc de plus en plus
plus de coaching avec des individus qui seront, nous en parlions tout à l'heure avec le tuilage, mais des flexi-workers, même si cette expression, est très anglo-saxonne. Donc on n'est pas qu'une société savante. Et la précédente équipe me taquinait parce que j'avais tendance à présenter notre association avec 2 mots qui sont assez souvent repris, qui sont exigence et proximité. Exigence dans le sens où oui, nous avons, et nous le revendiquons, un processus d'accréditation exigeant, mais proximité parce qu'on ne laisse personne sur le bord de la route. Que ce soit sur le plan financier, où on a accommodé par exemple des règlements de nos cotisations quand c'était utile, que ce soit pour se présenter à l'accréditation ou se présenter une 2e fois à l'accréditation, on ne laisse personne sur le bord de la route, mais on a un certain niveau d'exigence dont nous sommes fiers, ou en tout cas dont moi je suis très fière. Alors quel rôle les coachs ont à jouer dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons selon toi ? Alors nous sommes un métier de l'accompagnement, donc bien sûr un rôle d'accompagnant, mais pour moi il y a un rôle aussi de garde-fou. Mettons-nous en méta, prenons le temps de respirer, de prendre un temps pour réfléchir et pas être dans l'action en permanence. On peut, nous, avoir un rôle dans cette idée de prendre du recul, de réfléchir, de questionner les modes de fonctionnement actuels et, avec ce que, en tout cas, je vis moi comme un changement de paradigme de cette société, accompagner les personnes qui vont se rigidifier. Car je crois qu'on va vraiment être dans une logique actuellement, et on le voit, d'une radicalisation des positions, ceux qui veulent revenir mordicus au monde d'avant et ceux qui disent « ça n'est plus possible ». Et donc, je pense que nous, les coachs, on va être là pour accompagner, aider ceux qui se rigidifient à peut-être moins se rigidifier, parce que sinon, il faut qu'ils relisent le chêne et le roseau très très vite. Et ceux qui vont être dans l'adaptation, à être soutenus dans cette adaptation qui n'est pas facile. Donc, je pense qu'on a ce rôle, on a un rôle de garde-fou, on a un rôle d'écoute. Alors cette fois-ci, pour le coup, pas seulement d'écouter notre client, notre coaché, mais d'écouter nos partenaires, d'écouter les entreprises. De quoi ont-elles besoin? Qu'attendent-elles de nous? Et jusqu'à quel point acceptons-nous ou pas, ou pouvons-nous co-construire avec elles cette nouvelle forme d'accompagnement? Donc, écouter les organismes de formation, universités, écoles, et ça fait partie aussi de ce que la SF Coach est en train de renforcer. Donc écoutons-les, comment peut-on ensemble co-construire ce qui va former les coachs de demain? Donc il y a une écoute aussi de ce côté-là, écoutez évidemment aussi l'individu, bien entendu, qui est aux prises avec tellement de vents contraires qu'il faut qu'il se centre, qu'il faut qu'il reste congruent et que ça n'est pas toujours facile, il faut lui en donner l'envie. Alors à présent, nous arrivons à l'interview rétrospective de ta carrière. Je ne sais pas si tu as écouté les précédents entretiens. J'ai pas écouté parce que je voulais pas du tout être influencée et comme je sais qu'il y a eu de grands noms qui sont passés avant moi, je savais que j'allais être petite souris au milieu de ce grand panégyrique et donc j'ai rien osé écouter. Tu pourrais toujours écouter après. Ah mais je ferai après, mais je voulais pas le faire avant. Quel est l'accompagnement dont tu es la plus fière ? Ceux qui me rendent fière, c'est ceux qui vont me redonner des nouvelles, peut-être même 1 an, 2 ans après, pour me dire, vous savez, il y avait tel truc, j'ai pensé à vous, il s'est passé ça, ou qui vont m'envoyer du monde, ce qui veut bien donc dire qu'ils sont contents. Donc ça me rend fière, ça me rend contente, ça me rend satisfaite, ça me rend heureuse. Moi, vraiment, ma fierté, elle est quand la qualité du lien a permis qu'il aille du point A au point B. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as dû accompagner un client ? En coaching littéraire, le plus surprenant, c'était un livre de cuisine et je me suis régalée. Au début, j'ai pas du tout compris pourquoi cette personne avait besoin de moi pour un livre de cuisine. Et finalement, on l'a transformé en un livre presque de développement personnel, presque de team building, entre guillemets, et c'était très sympa. Après, dans les coachings classiques, ça a été un coaching de famille, c'est-à-dire de transmission dans une entreprise où j'accompagnais le père à céder l'entreprise aux enfants. Ça a été très surprenant parce que ça a levé finalement une problématique familiale qu'il a fallu régler. Et c'est surtout ce qu'ils en ont fait après du coaching où finalement il y a eu des projets d'entreprise qui n'étaient pas du tout prévus et qui ont émergé et où quand j'ai su qu'il voulait faire ça, je me suis dit mon Dieu, le père va faire une crise cardiaque, c'est pas possible. Et en fait non, pas du tout, il a même été complètement fier de ses enfants, donc c'était chouette. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients ou tes élèves disent de toi? Que je suis une bonne artisane. Le côté label ouvrage, le côté artisan. Voilà, moi j'adore ça. Ça me conviendrait très bien. Alors là, il y a une question qui va être un petit peu amusante, mais quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative de coachs? Quelle serait ma première décision? Ah bah oui. Je pense que ma première décision, ce serait d'éviter les usines à gaz gouvernementales. Ah bah il y aurait du boulot là. Ben oui, je sais bien, ce serait une grosse action pour éviter ces usines à gaz, mais usines à gaz qu'on trouve partout ailleurs. J'ai eu la chance de travailler pour Patricia Pitchers, qui était professeure à HEC Montréal. J'ai été son assistante et elle a publié un livre qui est régulièrement réédité, qui s'appelle « Artistes, artisans, technocrates ». Et l'idée, c'est de dire que, en gros, les humains dans la vie professionnelle se répartissent dans la tribu des artisans, des artistes et des technocrates. Que tant qu'il y a un équilibre entre les trois, ça va. Que dès lors qu'une des communautés prévaut sur les autres, les ennuis commencent, et en particulier les technocrates
Et ça, c'est plutôt moi qui le rajoute. Patricia était plus diplomatique. J'ai tendance à dire qu'effectivement, la technocratie nous étouffe, qu'elle préserve certes les intérêts des uns ou des autres, mais que ça met de la complexité là où parfois il n'y a pas lieu d'être. Le conseil que l'agent de J.K. Rowling lui donnait quand elle était dans Harry Potter, il lui disait « Keep it simple ». Et mon Dieu, si on pouvait rester dans le simple, à mon avis, ce serait très bien. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours ? Ah oui, le regret, c'est très clair, c'est de ne pas avoir, dans l'écriture des romans, rencontré le 1 million d'exemplaires. Parce que le 1 million d'exemplaires, ça veut dire tellement plus de lecteurs. Et ça, mon Dieu, que je suis triste de ne pas y être arrivé. Pas encore. Que Dieu me prête vie. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien, Émilie ? Sa sincérité. Tu poses des questions qui sont parfois un peu dérangeantes, mais tu crées le climat qui permet de dire « Bon, allez, je vais jouer le jeu et je vais oublier quand on va être écouté. » Donc j'aimerais qu'ils retiennent ça. Quels sont les prochains projets sur lesquels tu vas investir du temps et de l'énergie ? Alors bien sûr, le prochain livre dont je parlais, sur les animaux. Après, je vais me remettre quand même au 3e roman. Continuer de m'investir dans le monde animal, bien entendu. Je l'ai toujours fait, mais je pense que je suis à une période de ma vie où j'ai envie de le faire encore plus. Notamment autour de la communication animale, qui était un projet de longue date. Et maintenant, ça y est, je me suis rapprochée d'experts en la matière. Je commence tranquillement à améliorer ma pratique et je n'ai pas fini d'investir ce champ. Donc concrètement, tu me le partageais hors antenne, tu as suivi certains stages pour améliorer ta pratique de la communication avec les animaux. Apprendre d'abord et puis pratiquer sur le même principe que du coaching, donc des groupes d'échange de pratiques, de la supervision. Et puis continuer de faire ma part du côté du monde animal dont je pense on a vraiment beaucoup besoin. On oublie qu'on est aussi, nous, des animaux. Et notamment, j'ai suivi le parcours de Shaina Lebeau qui nous crée après une communauté qu'elle appelle les colibris. L'image du colibri, c'est vraiment, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore entendu, cette idée qu'il y a un feu terrible dans la forêt, alors mettons-la amazonienne. Donc tous les animaux sont affolés, paniqués, etc. Et il y a un tout petit colibri qui, lui, l'air de rien, va puiser dans son petit bec un petit peu d'eau un peu plus loin, puis la ramène sur le feu, lâche sa petite goutte et il refait des allers-retours. Et à un moment donné, un tatou s'énerve, lui dit « Mais un petit colibri, t'es complètement stupide, tu comptes quand même pas éteindre le feu avec ton petit bec et ta petite goutte d'eau ?» Et le colibri lui dit « Peut-être, mais moi, au moins, je fais ma part. » Et ça, je trouve qu'en coaching, c'est souvent une métaphore très utile. Shaina se sert de ça pour créer ses colibris et la communication animale, c'est une manière de faire notre part, sans aller jusque-là, simplement respecter les animaux. Au moins, à défaut de les aimer, au moins les respecter. Ça me semble important et je pense que plus le temps va passer, plus la prochaine étape sera d'intégrer de plus en plus cet engagement auprès de la cause animale, davantage que je ne le fais maintenant. À présent, Émilie, écoutons un extrait de la chanson que tu as choisie pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après. Alors il s'agit du générique de fin d'Ensemble c'est tout, du réalisateur Claude Berry, sorti en 2007, inspiré directement du roman d'Anna Gavalda, et la musique est de Frédéric Botton. C'est un film d'amour avec Audrey Tautou et Guillaume Canet. Pourquoi ce choix, Émilie ? Alors, pour plein de raisons. Alors, déjà, parce que Ensemble c'est tout, pour moi, ça résume parfaitement ce que c'est qu'un coaching. On est deux, on est dans la relation. On pourrait reprendre tout le travail d'Irving Yalom, qui compte, c'est d'être là, dans cette relation, ensemble, et c'est tout. Deuxièmement, parce que ça illustrait aussi le fait qu'on peut passer de l'encre à l'écran, donc ça me semblait intéressant. Que j'aime beaucoup Anna Gavalda, c'est une romancière dont on entend très peu parler en ce moment-ci, mais dont j'aime l'écriture, et qui avait d'ailleurs cette phrase que j'aimais beaucoup, elle disait « Mais pour qu'un livre soit facile à lire, il est souvent pas si simple que ça à écrire. » Et effectivement, on n'est pas obligé d'avoir des phrases alambiquées pour montrer qu'on sait écrire. L'essentiel, c'est que ce soit agréable pour cette expérience de lecture. L'autre chose que j'aimais beaucoup chez elle, et ça c'est peut-être mon côté optimiste, et j'avais d'ailleurs écrit un livre sur l'art de prendre la vie du bon côté. Un jour, on lui reprochait que ses romans se finissent bien en général, et qu'il n'y aurait rien de vraiment abominable à ses personnages, et elle disait « Je les aime, mes personnages, j'ai pas envie que ça finisse mal pour eux. » Aussi parce que cette puissance de son donne une pêche finalement qui me convenait. Voilà pourquoi j'ai proposé que nous nous quittions sur cette touche. Un élément intéressant, c'est que les deux choix musicaux que tu as faits sont des musiques de films et particulièrement audibles au moment des génériques. Les génériques des films, c'est un moment particulier pour toi ?
pour moi un film. Ce sont des centaines de personnes qui, chacune, on revient au Colibri aussi, comme quoi vraiment tout est dans tout, ont contribué à ce succès. Et donc je trouve que c'est un manque de respect total que de partir à peine le générique lancé en se demandant si on va aller manger une pizza ou des sushis. Je trouve ça aberrant. Donc moi, par signe de respect pour toutes ces personnes qui ont toutes des destins et des vies très différentes, donc moi je reste jusqu'à visa numéro machin, au risque d'énerver ceux qui sont déjà en train de rentrer ou ceux qui veulent déjà partir. Avant de conclure notre entretien, je rappelle le titre de ton livre, Le Biblio-Coaching, les livres à lire pour éclairer votre vie, aux éditions Le Duc en format électronique. Merci Émilie d'avoir accepté mon invitation à retracer ton parcours. Merci beaucoup. Merci David. Parcours de coach. Merci pour votre écoute. Le podcast Parcours de coach est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com. N'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.